Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. C'est parti pour l'actualité crypto. Aujourd'hui le numéro 84 déjà. J'en profite déjà pour vous remercier tous pour les likes. Ça y est, on a atteint les 700 abonnés ou pas loin. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Ça fait plaisir et ça pousse à continuer vraiment dans la voie du savoir, c'est pouvoir, surtout en termes de crypto-monnaie, d'investissement, etc. Donc aujourd'hui, vous connaissez la chanson comme d'habitude, on va parler des projets. Donc là, je vais faire le panel large sur les projets crypto, puisqu'on va parler donc déjà du Bitcoin comme d'habitude, mais également de VeChain. On va parler de FET avec la fusion, vous savez, en ASI, voir où ça en est. Il y en a plutôt des bonnes nouvelles. On a également, je vais parler de VV Digital Collectible, ça fait un petit moment, et à juste titre, il n'y avait pas trop de nouvelles, et là, on en a. C'est plutôt intéressant, vous allez voir comment et pourquoi. Et on parlera également, bien sûr, de XRP avec l'entreprise Ripple derrière. Donc, ça fait pas mal de projets à balayer. J'avoue, ce sera peut-être un peu long aujourd'hui la vidéo, mais voilà, on a pas mal de choses à dire. Et ensuite, en fin de vidéo, je vous parlerai bien évidemment des actualités crypto plus générales et également économiques, où là, bon, je vous cache rien, c'est un peu le bazar, surtout en ce moment. Enfin, ça continue d'être le bazar. Ça a commencé depuis quelques temps et ça continue dans cette voie, en tout cas en France. Bon, donc voilà le panel de la vidéo aujourd'hui. Écoutez, si vous êtes chaud, je vous invite à continuer avec moi jusqu'au bout et puis à vous caler tranquillement, prendre un petit café, un petit sandwich et à rester avec moi. Allez, c'est parti. Donc, premièrement, le Bitcoin et notamment les flux, vous savez, sur les ETF Bitcoin Spot, sortant et entrant. Donc, je vous présente encore une fois le rapport de Farside Investor qui est très bien résumé. Donc là, je me base sur les derniers chiffres, regardez la dernière semaine, on va dire entre le 18 et le 26 juillet, eh bien, on a un total capitalisé d'ETF Bitcoin Spot entrant avec un total de 17,58 milliards de dollars. Ça y est, on a atteint de nouveau un record, je rappelle, parce que la semaine dernière, on avait à peine dépassé les 17 milliards, il me semble. Donc on voit que là, BlackRock continue de pousser clairement le marché des ETF Bitcoin Spot à eux tout seuls, puisque c'est eux qui comptabilisent les plus gros flux entrants sur leur EBIT. Voilà, marqué ici. Donc la rafle, on peut vraiment parler de ça, de Bitcoin par les institutionnels, les gestionnaires d'actifs comme BlackRock, eh bien, continuent de faire des dégâts, puisque ça, on voit que le cheval de Troie prend de la solidité, de l'ampleur au fur et à mesure du temps. Bon, allez, je continue cette fois avec un petit tweet très intéressant. Là, on va parler du cycle actuel, donc du bull run, voir un peu où on en est. C'est vrai qu'on se pose des questions, et à juste titre. Et donc, regardez, donc là, c'est un indicateur qui est mis en avant par Plan B, juste ici, donc sur Twitter, via un tweet. Et je trouvais ça très intéressant. Alors, je rappelle que personnellement, je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement. Tout ce que j'ai dans cette vidéo, c'est à titre informatif, et vous devez faire vos propres recherches, c'est très important parce que je rappelle, je n'ai pas de boule de cristal, je peux me tromper, bien évidemment, avec humilité. Voilà, donc une fois que ça c'est dit, donc là on va parler effectivement du RSI. Donc vous devez le connaître si vous êtes dans le marché de la crypto depuis un petit moment. C'est un indicateur quelque part de performance qui s'appelle le Relative Strength Index. Je ne sais pas si je le dis bien en anglais avec la prononciation. Mais en tout cas, voilà, vous avez, Plan B a fait un résumé du cursus, on va dire, du parcours de cet indicateur en fonction des prix du Bitcoin au fur et à mesure du temps. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate qu'il a mis des couleurs différentes en relation avec la force du RSI, donc de l'indicateur, au fur et à mesure du temps. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, eh bien, quand il y a des périodes de bear market ou des périodes où on va dire les prix du Bitcoin sont plutôt bas en fonction du cycle, eh bien, les pastilles sont plutôt, le RSI est plutôt bas, c'est-à-dire entre 45 jusqu'à 65, voire 70. Et on le voit très bien, par exemple, lors du dernier cycle, on a eu un pic du Bitcoin en 2021, vous voyez, qui était vers les 70 000 dollars, c'est marqué ici, et les pastilles étaient dans le rouge,
ça veut dire que le RSI était entre 80 et 85. Voilà, alors que à l'opposé, quand on a eu le bear market de 2022, on va dire jusqu'à 2023-2024, eh bien les pastilles ont atteint le bleu foncé, voire aller le vert. Donc ça veut dire une variation du RSI entre 45 et 65. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ce RSI? C'est tout simplement une estimation réelle de si le Bitcoin est survendu ou suracheté. Donc ça veut dire que si le RSI est dans le bleu et plus le RSI est bas, et plus ça veut dire que le Bitcoin en fait est survendu quelque part et que les prix sont bas, mais que ça devrait repartir à la hausse parce qu'il est trop vendu, l'actif par rapport à sa cotation réelle. Et inversement, plus il est dans le rouge, plus il est haut, et plus ça veut dire que l'actif est surracheté. Et donc là, on voit que c'est intéressant parce que plan B dit donc up next, c'est-à-dire suivant, c'est-à-dire les pastilles qui vont aller du beige, jaune jusqu'au rouge, c'est-à-dire dans cette zone. Et vous voyez que là, dernièrement, donc on est à peu près sur du vert clair, on atteint un petit peu le jaune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce cycle-là qui débute de bull run, on n'a pas encore atteint effectivement les pastilles rouges du RSI que vous pouvez voir ici, enfin du 85 qu'on a eu lors du dernier pic des prix lors du dernier cycle en 2021 sur le Bitcoin. Logiquement, effectivement, je suis tout d'accord avec plan B, eh bien, on devrait, en fait, ça veut dire que nous sommes encore au début du bull run. On n'a pas encore atteint de zone de surachat pour le Bitcoin. Or, les pics haussiers sur chaque bull run, ça n'a jamais raté. Il y a toujours un moment où le Bitcoin était suracheté, ce qui a été le prélude derrière au bear market. Et on peut le voir, ça a été le cycle historique comme ça, parce qu'on a eu les pastilles rouges en 2021 lors du pic, je vous l'ai déjà dit, mais également lors du pic de 2017-2018, regardez, quand il a atteint plus de 10 000 dollars. On a atteint le RSI également en 2013-2014 lors du pic plus de 1000 dollars. On a toujours eu des zones comme ça où le Bitcoin a été suracheté. Donc, si les cycles passés, si l'histoire se répète, encore une fois, je dis bien si, vous notez, eh bien, on devrait reconnaître une période, une zone où le RSI devrait être dans le surachat. Enfin, le Bitcoin devrait être suracheté. Mais ce n'est pas encore le cas. Donc, ça veut dire que c'est logiquement devant nous cette période, et donc, logiquement, on devrait connaître, effectivement, le rouge sur le RSI. Et d'ailleurs, tout le monde veut du rouge, parce que si ça veut dire rouge, ça veut dire hausse des prix du Bitcoin et nouveau ATH. Aussi simple que ça. Donc voilà pourquoi on a encore un indicateur qui indique une fois de plus que le bull run n'est pas terminé, contrairement à ce que l'on entend à droite à gauche. Non, le bull run ne fait que commencer, encore une fois, les amis. Voilà. Bon, allez, je continue cette fois avec des éléments quand même plus concrets, notamment avec des articles. Vous connaissez la chanson, donc là j'ai un article de cointribune.com. Bitcoin, les mineurs à l'assaut du marché de l'énergie. Donc là, c'est très intéressant parce que c'est vrai que le Bitcoin, donc je rappelle, est plutôt énergivore avec le processus de proof of work, puisqu'il faut miner le Bitcoin de façon numérique, à l'instar de l'or où lui, il faut le miner physiquement dans la terre. Donc c'est vrai que tout ce processus de minage du Bitcoin est informatique et donc nécessite beaucoup d'énergie, du matériel adéquat pour miner également, c'est-à-dire des ordinateurs très puissants au niveau de la puissance de calcul, etc. Et donc, au fur et à mesure du temps, c'est pour ça qu'on a toujours eu ce qu'on appelle le hash rate, qu'on entend souvent parler de cet indicateur de performance, qui est à la hausse au fur et à mesure de l'évolution du temps et des prix et de l'utilisation du Bitcoin, parce que les mineurs cherchent toujours à capter un maximum de puissance de calcul pour aller déterrer les bitcoins, puisqu'il y a de plus en plus de mineurs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plutôt les entreprises de minage, on n'entend plus forcément parler de particuliers, même si quelquefois on a des surprises, on entend parler d'un particulier qui dans sa cave avec son ordinateur un peu pourri a réussi à miner un bloc de bitcoin, donc à rafler la mise d'à peu près 200 000, 250 000 dollars à l'heure actuelle de Bitcoin. Mais c'est extrêmement rare, c'est l'équivalent du loto, pour vous dire presque, en termes de probabilité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le minage, c'est plutôt de plus en plus dans les mains des entreprises au niveau du Bitcoin, de plus en plus, parce que le matériel est très coûteux. On parle même plus d'ordinateurs, mais on parle de machines spécifiques, qu'on appelle les ASICs, qui allouent une puissance de calcul phénoménale, justement, juste pour miner du Bitcoin. Le principe même des ASICs. C'est-à-dire que vous en faites rien d'autre de ces machines.
Et donc c'est pour ça que là, on a de plus en plus un nouveau marché, une révolution de ce marché de l'énergie par rapport justement à l'assaut, c'est-à-dire c'est ça, parce que les mineurs vont à l'assaut du marché de l'énergie pour être toujours plus performants et avoir une efficience énergétique maximale pour rester au top du niveau, pour pouvoir miner toujours plus du Bitcoin. Voilà. Donc là, on assiste vraiment à une révolution là-dessus, et comme par hasard, c'est depuis qu'il y a le Bitcoin, on a vraiment une mise en avant, une poussée technologique en termes des cartes graphiques, en termes des ordinateurs, comme je dis les ASICs, mais pas que. Également, quand on voit Nvidia, les performances de Nvidia sur le marché, il faut savoir que les cartes graphiques de Nvidia sont aussi très utilisées dans le minage. Voilà, donc bien sûr, il n'y a pas que ces cartes graphiques-là, mais il y a des ordinateurs, à un moment en tout cas, les cartes Nvidia ont été très prisées par les mineurs. Et d'ailleurs, Nvidia avait même fait une carte graphique spécifique, ça n'aurait pas trop marché, mais n'empêche dans l'esprit spécifiquement pour les mineurs de Bitcoin. Donc on voit que ça aussi, le Bitcoin, indirectement, participe à la poussée en avant de l'intelligence artificielle, de l'évolution technologique sur les puces électroniques, etc. Et les performances des cartes graphiques. Donc phénoménal, hein, vraiment la puissance de ce que rapporte le Bitcoin quelque part, même là-dessus. Donc, nous sommes qu'au début. Et pourquoi je dis ça également? Je dis ça parce que là, j'ai un autre article de journalducoin.com. Bitcoin, le layer 2 BitLayer lève 11 millions de dollars et attire la curiosité des investisseurs. Donc là aussi, il faut savoir que les layers 2, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est on va dire une blockchain qui se rattache à une autre blockchain principale. Donc par exemple, le Bitcoin, je rappelle que c'est une couche de layer 1, c'est-à-dire une couche principale. Et donc, le Bitcoin connaît déjà d'autres solutions de ce qu'on appelle layer 2, c'est-à-dire une autre blockchain secondaire qui vient se greffer à la blockchain principale. C'est par exemple le Lightning Network. Le Lightning Network, c'est aujourd'hui un layer 2, une blockchain greffée à la layer 1 qui est le Bitcoin et qui vient en fait euh, mettre en place des frais de transaction très courts et surtout améliorer la scalabilité, c'est-à-dire la vitesse des paiements par exemple sur le Bitcoin. Et donc vous avez toutes les entreprises, notamment McDonald's, qui utilisent le Lightning Network pour tout ce qui est les paiements au quotidien sur la blockchain du Bitcoin. Parce que sinon, ce serait impossible d'utiliser le Bitcoin sur la blockchain principale, puisque chaque paiement en fait se ferait en plusieurs dizaines de minutes, ce qui est totalement inimaginable pour une chaîne comme McDonald's. Par exemple, si les paiements doivent prendre 20 minutes par transaction. Voilà. Et là, on a, ça y est, donc de nouveau, visiblement, un nouveau layer, des nouvelles solutions qui sont en train d'émerger, justement sur Bitcoin. Et là aussi, on voit que donc, la révolution technologique ne se fait pas que sur le plan énergétique, mais également sur d'autres plans au niveau des solutions, des dApps, qui vont peut-être à l'avenir se greffer de plus en plus sur le Bitcoin. Alors après, je parle de dApps, je m'engage un petit peu peut-être, mais pourquoi pas, hein, on peut en est. Peut-être qu'un jour le Bitcoin pourra se rapprocher, je dis bien se rapprocher un petit peu de ce qu'est Ethereum, par exemple, avec les smart contracts et tout. Mais pour l'instant, on est très 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 loin. Pas sûr que ce soit faisable, mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a une évolution constante. Donc pourquoi pas un jour le Bitcoin pourra évoluer à ce point-là. Mais là, pour l'instant, j'avoue qu'on en est très loin quand même. Bon, voilà. Mais ça, c'est quand même à garder en tête. Bon, ensuite, je continue. Là, j'ai un autre article de cointribune.com. Là, on va parler des prix. Alors, très spéculatif, bien évidemment, mais c'est pas moi qui le dis. C'est Vanek. Donc, bon, ce serait intéressant quand même de vous partager ces prédictions de Vanek sur le Bitcoin, puisque eux, ils disent que le Bitcoin pourrait atteindre 2,9 millions de dollars d'ici 2050. Donc, pourquoi pas? Ce serait logique à condition que les cycles de montée, de baisse, de hausse des prix sur les cycles bull run, bear market sur le Bitcoin continuent de se respecter. Et ça, je ne suis vraiment pas sûr pour le principe même qu'il y a un moment où le minage de Bitcoin va être vraiment inutile dans le sens où il n'y aura plus de Bitcoin, nouveau Bitcoin à déterrer. Bon. Donc, je crois que le dernier Bitcoin devrait être déterré dans les années 2100. Donc, effectivement, 2050, pourquoi pas. Mais d'ici là, la rémunération des mineurs, bon, ne feront vraiment plus rien.
Donc je pense qu'il y a un moment où l'actif Bitcoin va vraiment commencer à se stabiliser en termes de prix. Est-ce que c'est 2,9 millions de dollars? Est-ce que c'est 290 millions de dollars ou est-ce que c'est moins? Ben là, personne ne le sait. Mais personnellement, moi je pense que 2,9 millions de dollars c'est faisable. Je pense même que le Bitcoin peut atteindre beaucoup plus parce que d'ici là, si on a atteint l'adoption de masse des crypto-monnaies, ça veut dire que potentiellement énormément de gens utiliseront le Bitcoin en 2050. Mais c'est tellement loin que bon, je trouve que c'est un peu inutile de faire les prédictions en 2050 quoi. Pourquoi pas. Mais on peut toujours rêver et on peut toujours se marrer hein, quand on voit les analyses qu'on n'a vraiment rien d'autre à faire, c'est moi de pression, hein, que de faire des prédictions pour 2050, quoi. Tout le monde peut le faire. Bon, donc là aussi, c'est aussi une petite piqûre de rappel, où dire attention, attention les amis, que là quand on voit ce genre de prédiction, bon, c'est pas toujours fiable déjà, et surtout on demande pourquoi ils font ce genre de prédiction, hein, clairement. Donc, petite piqûre de rappel que personne n'a de la science infuse, personne n'a de boule de cristal sur le Bitcoin. Donc, ne vous laissez pas avoir par ce genre de prédiction hein, qui vous pousse à acheter peut-être à un moment où faut pas, ou inversement, bref. Voilà. Donc, ça, je voulais vous montrer quand même l'article, parce que je trouve ça intéressant dans cette philosophie-là. Bon, allez, je continue. Cette fois, je vais passer donc au prochain projet, c'est-à-dire VeChain, hein, vous connaissez la chanson. Donc VeChain, là j'ai un tweet directement de la fondation VeChain qui fait référence, vous voyez, à le système de paiement qui est directement intégré désormais sur leur wallet VWorld. Donc je rappelle que VWorld, c'est un wallet qui peut être utilisé, donc téléchargé sur l'ordinateur, ton navigateur, mais également sur votre téléphone, smartphone. Donc ça y est, désormais possible à travers donc le wallet VWorld de payer, enfin d'acheter directement du VeChain par la plateforme Coinbase ou même Transac. Hein. Je vous ai annoncé déjà la semaine dernière le nouveau partenariat entre VeChain et Transac. Voilà, donc vous pouvez désormais avec votre carte bancaire, vous voyez c'est marqué ici, ou via votre IBAN, c'est-à-dire un virement directement bancaire et non plus une carte bancaire, eh bien, payer directement via votre wallet VWorld et recevoir des crypto-monnaies en échange. Donc ça y est, ça commence à se décentraliser même un petit peu sur VeChain. Ensuite, donc là, ça va être intéressant. Je vais parler donc tout un pataquès là sur le RWA, sur une narrative, donc un Real World Asset. Donc là, VeChain a remis un peu l'accent là-dessus, hein, parce qu'ils ont fait un tweet où justement ils disent que pour eux, les 5 étapes qui vont mener à la révolution du RWA, que le narratif actuel, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, donc je ne vais pas en reparler. Pour eux, c'est donc le lancement, donc chez eux, hein, de la plateforme VBetterDAO. Alors, je vous rassure, on va en parler de la plateforme VBetterDAO, des nouveautés, ce qui se passe, etc. Et la deuxième étape, donc les actions des utilisateurs dans un milieu tokenisé et la tokenisation également des actions des utilisateurs, les récompenses des utilisateurs, montrer également l'impact en fait sur le monde réel, quelque part, la traçabilité, la tokenisation de ces actions avec des données transparentes. Donc là, ils font allusion directement à la blockchain, hein, l'essence même de la blockchain. Et ensuite, donc, devenir logique. Alors là, ils disent que la prochaine étape pour les entreprises dans cette espèce de voie vers le RWA, c'est de mettre en place également quelque part les institutionnels en fait qui mettraient la main à la pâte dans le RWA, mais à une échelle un petit peu à l'image du VBetterDAO, de la plateforme VBetterDAO de VeChain. Et donc ils finissent sur Do Better Get Rewarded, c'est-à-dire faites mieux et en échange soyez récompensés en crypto-monnaie, entre guillemets. Et là ils font référence à l'application, la DApps, une des DApps présentes sur l'application, la plateforme VBetterDAO, c'est Mugshot qui a directement déjà fait quand même un score impressionnant de 100 000 mugshots, c'est-à-dire 100 000 photos de tasses de café. Et donc, selon ce qu'ils disent, mais après ça, bien évidemment, ça reste à voir, selon eux, en fait, ils ont sauvé à travers ce genre de photos 3500 kg de CO2. Alors pour moi,
vous le dis clairement, tout ce qui est la transition énergétique là-dessus, avec le CO2, tout ça, pour moi, c'est du bullshit, excusez-moi l'expression. Parce que bon, c'est pas en prendre des photos de tasses de café que vous allez sauver le monde. Je vous dis, c'est que mon avis. C'est juste l'esprit, moi, qui m'anime, enfin, que j'apprécie beaucoup sur la Fondation Vetchen et sur Mugshot notamment. C'est, par exemple, c'est vraiment l'esprit de vouloir améliorer les choses, effectivement. Pour le reste, bah, voilà, on va pas se cacher on va pas se mentir, quoi. C'est pas avec ça que vous allez changer le monde, c'est une tasse de café, bon, pourquoi pas. Voilà. Mais n'empêche que derrière, que ce que j'aime bien, c'est qu'ils arrivent quand même à travers ce système-là, à mettre en place des actions, donc concrètes, et à pousser les gens à utiliser ces applications-là et à se servir des applications, voilà, et à être récompensé d'ailleurs en crypto-monnaie, c'est-à-dire en B3TR. Voilà. Donc, on va en parler, je vais vous remontrer après l'application VBector DAO, mais avant ça, évidemment, on va continuer quand même sur l'aspect RWA, parce que là, j'ai vraiment tout, enfin, j'ai du lourd, hein. Là, c'est du lourd. Donc, j'ai un rapport, un article de Reflexivity Research, donc en partenariat justement avec VeChain, et donc qui est une entreprise quelque part spécialisée dans l'analyse justement de tout ce qui est en lien avec la crypto-monnaie. Et donc là, ils ont fait, dans le cadre de leur partenariat avec VeChain, vous voyez d'ailleurs, première chose qu'ils disent, ils font référence à VeChain. Donc là, ils parlent notamment du narratif RWA. Ils ont vraiment fait un article donc très très long, hein, donc je vais le résumer évidemment, parce qu'on va pas aller ensemble, sinon j'en aurai pour tout l'après-midi. Mais je l'ai lu. Donc dans le résumé, paragraphe par paragraphe, hein, ils font référence donc, au narratif RWA et donc tout ce qui est le concept de tokenisation. Et donc j'ai bien apprécié leur schéma notamment, qui est très explicatif. Donc là, je me permets de vous le remontrer de tout ce qui est le concept justement de la tokenisation. Et donc, vous voyez, tout ce qui est tokenisation, c'est ça. Donc la tokenisation, c'est-à-dire, c'est vous prenez tous les actifs du monde réel, que ce soit notamment les monnaies fiat, donc que ce soit le dollar, le yen, l'euro, que ce soit les actifs, les commodities, comme on appelle ça, c'est-à-dire les, les denrées alimentaires ou les ressources, donc le pétrole par exemple, le blé, etc., que ce soit les actions des entreprises, que ce soit les crédits carbone, donc la nouvelle arnaque hein, qui est en train d'arriver, on le sent venir, mais bon, voilà les crédits carbone, que ce soit l'immobilier, l'art ou encore les bons du trésor américain ou quels que soient les gouvernementaux, eh bien tout cela, l'avenir nous le dit, tout cela va être tokenisé et donc être transformé en asset tokenisé. C'est exactement ça le marché du RWA et c'est pour ça qu'il est extrêmement prometteur, extrêmement puissant et surtout incontournable, hein. On le voit, c'est parce que tout ça va être transformé en un seul et unique, quelque part, framework, si je puis dire, à travers, vous voyez, c'est marqué ici, un Global Trade on the Blockchain. Donc vous allez avoir une seule plateforme quelque part à l'avenir, peut-être une seule blockchain immense, un peu à l'image du réseau Swift bancaire, ou alors une multitude de blockchains reliées les unes entre les autres, qui vont permettre d'améliorer justement tout ça, d'assurer notamment la propriété déjà, donc numérique, que tout ça est numérisé, aujourd'hui on le voit bien, d'assurer la transparence, d'améliorer effectivement les transactions, que ce soit au niveau des coûts, mais aussi au niveau de la vitesse, efficacité. Donc là, on arrive vraiment à une amélioration tout simplement des flux hein, enfin, sur l'économie générale. Voilà, c'est tout. Et pour ça que le concept de tokenisation aujourd'hui est extrêmement prometteur et utilisé, pourquoi pas d'ailleurs, déjà hein, par BlackRock et tous les institutionnels de la finance traditionnelle aujourd'hui. Donc vous voyez, ils disent pourquoi mettre déjà le RWA sur la blockchain. Donc ils le disent ici, hein, je résume, ben, tout simplement c'est l'efficacité et les paiements instantanés, la transparence et le système de auditabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, hein, mais je vous montrerai, j'ai des articles là-dessus d'ailleurs, après c'est marrant, hein, ça colle, où on se rend compte qu'aujourd'hui, le système, par exemple, le plus pourri au monde, bah, c'est le système traditionnel, en fait, avec les monnaies fiat traditionnelles comme l'euro, le dollar, etc. C'est là où il y a le plus de blanchiment d'argent, le plus de criminalité et tout. Et c'est non pas lié à la blockchain ni les crypto-monnaies, comme on s'efforce de nous le faire croire depuis des années. Voilà.
Ensuite, eh bien, le coût réduit. Voilà ce que je vous disais, hein, la friction réduite. Regardez, donc là j'ai aussi un écosystème. Donc ça, ils sont allés très loin, hein, Reflexivity Research. Ils ont fait là l'écosystème, enfin la carte de l'écosystème du Real World Asset. Donc ils ont mis les crédits carbone avec les entreprises liées au crédit carbone ici. Ils ont mis tout ce qui est les crédits private ici. Donc il y a d'autres projets crypto. Vous voyez, il y a Centrifuge également. Donc ça permet également de, si vous voulez vous installer, euh, miser, investir sur le narratif du RWA autre que VeChain notamment, hein, qui pour moi ferait quand même les rois là-dedans. Mais il y a également d'autres projets très très prometteurs, notamment Ondo, vous en avez forcément entendu parler. D'ailleurs, je crois qu'il y a BlackRock qui a déjà commencé à investir là-dessus. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi Circle, Tether, donc toutes les stablecoins. Vous avez, donc là, je dis bien les stablecoins, tout ce système-là. Vous avez également les métaux précieux. Très intéressant. Les métaux précieux qui commencent à être digitalisés, mais également qui vont être tokenisés, en fait. Ça, c'est fou. Une tokenisation de l'or. Pas mal quand même. Et bien sûr, l'immobilier, voilà. Bon. Avec Will IT, Tangible, Lofty, etc. Donc, c'est plutôt intéressant ce qui se passe à ce niveau-là. Ensuite, il parle de tout ce qui est l'accessibilité du marché, parce qu'effectivement, on parle aujourd'hui, vous voulez enfin, vous attaquer à l'investissement dans l'immobilier. Bon, c'est pas comme ça quand même. Donc, avec la tokenisation des marchés, c'est plus efficace et donc plus accessible. L'innovation également, donc là, ils ont également fait une carte de tout ce qui est justement la carte des projets qui sont en train de construire des protocoles RWA. Donc là, ils n'ont pas mis VeChain, parce que VeChain est un peu à part là-dessus. Mais comme je vous disais, si vous êtes intéressé, vous recherchez des projets en lien avec le RWA, ben, tout est inscrit ici, là. Mais vous pouvez prendre un screenshot, hein, de l'écran. C'est la source, c'est Messari, et ça date du 29 avril 2024. Donc je vous sors pas ça de mon chapeau, hein. Clairement, c'est un petit moment quand même que c'est en vigueur. Et vous retrouvez donc Hondo, Mountain, alors ouais, j'ai plein de projets moi que je ne connais pas. Mais après, voilà, vous, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est ce qui est le plus intéressant. Mais à mon sens, moi j'ai entendu beaucoup parler de Hondo. Donc bon, je ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs. Parce que vrai que ça m'intéresse pas mal ça. Et bien sûr, ils ont, vous voyez, tout ce qui est les equity based, c'est-à-dire les fonds tokenisés. Là, on retrouve par hasard, comme par hasard, on retrouve BlackRock, Franklin Templeton, hein, quand même, qui n'est pas négligeable, même s'ils sont loin derrière BlackRock, et également les infrastructures. Donc là, on retrouve d'autres projets RWA comme Dusk, Mantra, Polymesh. Je crois que j'avais pris un petit peu de Mantra et Polymesh, je crois que j'en ai, mais pas beaucoup. Voilà, donc je trouve ça quand même très intéressant, hein, parce que bien sûr le narratif RWA, nous n'en sommes qu'au début. Et je vais vous dire pourquoi, parce que c'est même pas moi qui le dis, c'est justement le rapport là de Reflexivity Research qui le dit. Donc actuellement, vous voyez, il parle de, en fait, 90%, vous voyez, donc malgré en fait la dominance des stablecoins centralisés, constitue 90% des assets tokenisés sur tout ce qui est le on-chain, l'adoption des autres protocoles RWA est en train d'arriver. Nous n'en sommes qu'au début. Donc ça veut dire que là, et d'ailleurs il parle depuis 2023, en fait, d'un marché qui était donc en TVL à 2 milliards de dollars, en fait, quelque part de volume, qui est déjà en train de dépasser, donc au bout d'un an, les 8 milliards de dollars. En un an, hein, là, on a plus que doublé, enfin, même largement, en un an. C'est quand même assez phénoménal. D'ailleurs, on voit un peu le graphique ici. Donc bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'informations, hein, vous le voyez quand même. Donc, je fais l'effort de résumer tout ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'infos. Ensuite, il y a tout ce qui est effectivement la régulation. Donc là, on est pile poil dans ce cadre-là, puisque je rappelle qu'en Europe, depuis le 18 juillet 2024, eh bien, on a effectivement donc ce qu'ils appellent le éco-design. Alors, encore une fois, du bullshit, excusez-moi l'expression, mais bon, faut le dire quand même. Mais pourquoi pas, allez. Donc, le éco-design pour les produits, en gros, la traçabilité, bref.
Donc c'est une régulation encore hein, de transition énergétique qui est définie sous le nom de le sigle ESPR, qui a pris effet depuis le 18 juillet 2024 et qui donc représente quelque part une évolution dans tout ce qui est la transparence, ça c'est bien quand même, hein, et surtout la traçabilité des produits qui doivent être écolabel entre guillemets, hein, c'est ça qu'ils appellent le éco-design, en fonction de l'empreinte carbone et de l'impact environnemental des objets. Bon, pourquoi pas? C'est grosso modo c'est ça. Donc c'est pour ça que on parle également de ici de la régulation européenne, également de la tokenisation digitale, parce que vous avez déjà entendu parler également du passeport numérique qui est en cours. Vous savez que l'Europe est très axée sur ces axes. Enfin, en ce moment, on le sait. Bon, pour le meilleur et pour le pire, hein, je dis bien pour le meilleur et pour le pire. Bon, donc tout ça va permettre en fait, vous voyez, la traçabilité, la transparence, et là ils repartent sur VChain. Donc là, la Reflexivity Research, sur leur article, là, refont un focus sur VChain et donc explique pourquoi quelque part VChain c'est un peu les leaders dans le RWA et totalement en adéquation avec justement la régulation européenne et la tokenisation digitale. Donc, dit que la traçabilité et la transparence, donc VChain, donc la blockchain de VChain, offre tout ce qu'il y a dans tout ce qu'il faut hein, pour être en conformité avec les standards ESPR, l'efficacité énergétique, donc là, la blockchain VChain est en adéquation également, les passeports des produits digitaux, bref, VChain peut développer, et en fait est déjà en train de le développer, voire je crois que tu as même déjà développé. Ensuite, il parle également du partenariat entre VChain et l'UFC. Donc, on voit que, vous voyez, VChain, un leader dans la tokenisation, en fait, a touché à peu près 900 millions de foyers à travers le partenariat avec l'UFC, parce que l'UFC, effectivement, c'est très, très, très connu dans le monde. Alors, pas trop en Europe, hein, mais surtout aux États-Unis, voire d'autres pays dans le monde. Voilà. Donc, ils font référence très intéressante. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je me suis dit, mais pourquoi ils parlent du partenariat UFC VChain comme ça d'un coup dans le RWA? Bon, pourquoi pas? En fait, j'ai compris après parce qu'ils parlent effectivement de toute la technologie NFC et là, VChain est en avance en fait par rapport aux concurrents. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de projets RWA, notamment même dans l'immobilier, mais qui sont encore à l'aspect, à la phase théorique ou alors de construction de blockchain. Là, VChain, eux, ils sont bien plus loin parce qu'ils ont déjà mis en place, notamment avec l'UFC, qui était à la base un partenariat marketing, qui s'est transformé en partenariat technologique. Donc, il faut le faire quand même. Puisque je rappelle que notamment les gants des athlètes, enfin, je sais pas les athlètes, mais c'est tous les combattants, les combattants dans de la MMA de l'UFC, eh bien, ont tous désormais une puce NFC dans les gants qui permet justement de tracer, de connaître tous les mouvements qui sont en lien avec les combats, les gants, etc. Et surtout, c'est vrai que ce que dit dans l'article de Reflexivity Research, c'est qu'à la fin des combats, généralement, les athlètes offrent, alors peut-être leurs items, leurs gants, notamment au public ou à des personnes du public. C'est apparemment ce qu'ils disent, hein. Moi je n'ai pas vraiment vu de combat, donc je ne peux pas le dire, mais c'est ce que dit Reflexivity Research. Et donc, derrière, eh bien, vous avez même un aspect d'authentification. Et donc, derrière, eh bien, la propriété se transmet au fur et à mesure comme ça. Bon. Donc, on voit qu'il y a vraiment un paradigme nouveau qui s'ouvre dans le sens où la propriété est de plus en plus prouvée. Et donc, il y a de moins en moins de place pour la contrefaçon. Et ça, c'était l'essence même de la fondation VChain à la base. Avant qu'ils s'intéressent à la traçabilité, à ce genre de choses, c'était l'essence même de la fondation VChain, c'était de supprimer la contrefaçon. Je rappelle que Sonny Lu, le PDG de la fondation VChain, c'est un ancien de Louis Vuitton, donc en Chine. Et s'il a quitté Vuitton pour créer donc, la fondation VChain, c'était justement parce qu'on avait marre de la contrefaçon, en fait. Voilà, donc là, on retrouve tout colle, en fait. Voilà. Et donc, c'est pour ça que VChain est déjà, en fait, inscrit dans cette tokenisation des actifs sur un aspect même au-delà de la tokenisation, c'est que c'est même
l'aspect digital, c'est-à-dire entre le lien entre le physique et le virtuel déjà. Bon. Il parle également de, alors là je ne vais pas y aller parce qu'on a encore pour des heures, hein, mais il y a le MAAS, c'est-à-dire le marché du Real World Assets. Ils ont créé un marketplace as a service, c'est-à-dire que n'importe qui désormais peut facilement créer ses NFT, mais surtout ses NFT digitaux, c'est-à-dire virtuels, mais également physiques. Bon, donc très intéressant, tout est fait pour offrir en fait la facilité et l'adoption de masse de ce nouveau paradigme social de vie économique, etc. Voilà. Donc, ils font, là aussi je trouvais très intéressant, c'est qu'ils parlent en conclusion, voilà, la conclusion, c'est que l'intégration de Real World Asset dans la blockchain représente quelque part une opportunité de transformation pour à la fois la finance traditionnelle, mais également décentralisée. C'est-à-dire que c'est une révolution telle qu'elle concerne à la fois le web 3.0, mais également le web 2.0, entre guillemets. Voilà. Donc là, on est vraiment sur du lourd, en fait. Comme ça qu'ils disent. Bon. Voilà. Donc, VeChain, en fait, à travers l'intégration des puces NFC RFID, est en train d'innover à un point vraiment fou. Et là où je trouvais très intéressant, c'est que eux aussi, donc le marché, donc, enfin, le Reflexivity Research parle en conclusion de projection, vous voyez, sur un marché du RWA qui peut atteindre en fait les 5 trillions de dollars d'ici la fin de la décennie, c'est-à-dire d'ici 2030. Donc ça rejoint en fait les 16 trillions de dollars qui avaient été prédits par, alors je sais plus qui, malheureusement, mais c'était 16 trillions de dollars. Donc vous voyez, là aussi, les analystes prévoient quand même une explosion, parce que là, on passerait de 8 milliards. Je rappelle qu'actuellement, on a 8 milliards de dollars. Là, on passera à 5 trillions de dollars, c'est-à-dire 5000 milliards de dollars. Ça fait quand même une évolution, hein, faut avouer. Voilà, donc on en sommes au début de ce marché-là. Et si on se positionne bien, vous l'avez compris, nous, en tant qu'investisseurs, eh bien, on peut tirer notre épingle du jeu là-dessus, sur quand même quelque chose qui va révolutionner la finance sur tous les niveaux. Après, quel projet à investir? Je vous le dis encore une fois, moi je ne suis pas conseiller financier, j'ai pas de boule de cristal. Je pense que VeChain, du coup, est quand même bien placé pour ça. C'est pour ça que je fais des vidéos là-dessus, vous l'avez compris. C'est un projet quand même que je trouve exceptionnel. Mais après, vous l'avez vu, il y a d'autres projets à WA. Là, je me permets de vous dire, faites vos propres recherches, hein, parce que je vous ai montré le screenshot en lien avec l'article. Donc, bonne recherche à vous, mais je ferai des vidéos, j'essaierai si j'ai le temps, parce que c'est vrai que je suis à court de temps en ce moment. Peut-être quelques projets, les sélectionner et tout, pour faire des recherches plus approfondies. Bon, maintenant j'ai passé à la plateforme VBetterDAO, un compromis. On va faire un petit peu le point là, sur qu'est-ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, moi j'ai une balance là, de 321 VOT3, donc au fur et à mesure de l'utilisation des dApps et tout, ça a été récompensé en B3TR, et puis après j'ai converti en VOT3. Parce que derrière, le principe, c'est qu'à chaque round, donc là on est déjà au quatrième round, hein, vous voyez, le premier round a lieu depuis le 1er juillet en fait, 2024. Et donc chaque semaine, en fait, vous avez un round qui vous permet de voter en fonction du nombre de VOT3 que vous avez pour l'application que vous préférez. Donc vous voyez, il y a plusieurs applications, je vais voir les applications qu'il y a. Donc il y a Mugshot, on a déjà parlé, qui vous permet d'être récompensé en échange d'une photo de votre tasse de café. J'imagine que beaucoup de monde prend sa petite pause au travail. Et donc, si vous pensez à prendre en photo votre tasse de café, à condition qu'elle ne soit pas en carton, qu'elle soit une tasse qui soit pas enfin, que soit pas en carton ou qui utilise du bois ou etc. Eh bien, vous êtes récompensé parce que votre mugshot, justement, vous participez quelque part à, euh, à l'écologie, donc à la transition énergétique. Bon. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous prenez une photo de votre tasse de café et de votre mug et vous êtes récompensé en B3TR. Ensuite, vous voyez, vous avez aussi Cleanify, vous avez GreenCard. GreenCard, franchement, est pas mal puisque vous prenez en photo votre facture et vous êtes récompensé si vous avez par exemple des légumes ou des choses pareilles qui sont bonnes pour votre santé.
C'est assez phénoménal quand même. Donc là aussi, être récompensé pour manger bien, quoi. Ensuite, vous avez tout ce qui est le Green Ambassador Challenge. J'ai jamais testé, donc je peux pas vous en parler. Là aussi, Oily, c'est intéressant parce que ça vous sensibilise à la réutilisation et au recyclage des huiles usées. Vous savez, des fritures usées. Donc là aussi, c'est très intéressant. Ils sont en train de développer ça. Mais là, pour l'instant, ça en est vraiment à la phase de sondage, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de concret qui a été mis en place encore. Ensuite, vous avez EVR. Alors moi, j'ai pas de voiture électrique, hein, désolé. Mais apparemment, c'est une application voilà, qui récompense les utilisateurs de voitures électriques lorsqu'ils rechargent leur voiture électrique. Bon, pourquoi pas. Et donc, derrière, vous avez aussi Vivo. Donc là, c'est pour toutes les personnes qui ont des montres connectées, qui sont en lien avec leur, vous savez, les données de santé. Eh bien, vous connectez ça à votre montre connectée à Vivo. Et là aussi, vous êtes récompensé en B3TR. Vous n'avez rien à perdre, vous avez juste à vous connecter à votre montre connectée qui, elle, est en permanence connectée à votre corps, entre guillemets. Bon, donc après, je sais pas trop ce que c'est au niveau des datas de santé, mais bon, pourquoi pas, j'ai jamais testé, hein, je vous le dis, donc après, vous pouvez tester vous, voir ce que ça fait. Bon, pour continuer, il y a quelque chose également sur la plateforme VBTRDAO qui est nouveau, c'est le système de gouvernance. C'est-à-dire que là, effectivement, chaque personne, hein, chaque utilisateur de la plateforme VBTRDAO a la possibilité de faire sa propre proposition. Si vous avez une idée ou quoi que ce soit en lien avec une application, bien évidemment, ou une nouvelle application, eh bien, vous pouvez proposer votre idée et la soumettre au vote de la part de la communauté. Et comme vous pouvez le voir ici, donc il y a plusieurs idées hein, qui sont sorties, d'autres, certaines qui ont été, enfin, sont encore en cours de recherche pour support, d'ailleurs c'est marqué ici, d'autres qui n'ont pas été validées par la communauté, qui ont été cancel, comme c'est marqué ici, et enfin certaines qui ont été approuvées, comme ce projet, vous voyez, de mettre en place un système de burn, de suppression de VTHO pour les remplacer par du B3TR. Et ça, vous voyez, ça a été validé à 88% par la communauté contre 12%. Donc, c'est vraiment un principe vraiment sympa. C'est que désormais, la plateforme VBTRDAO, dans son ensemble, appartient désormais plus à la communauté, en fait, qu'à un aspect centralisé, d'ailleurs lié à VChain. Donc là, c'est les utilisateurs qui ont vraiment un pouvoir réel et surtout que votre force de vote est directement proportionnelle en fait au nombre de VOT3 que vous possédez directement dans votre portefeuille. Donc plus vous utilisez la plateforme VBTRDAO, plus vous êtes récompensé en jetons, en crypto-monnaie, et plus ça vous donne du pouvoir de vote derrière. Vous voyez, donc c'est associé également à cet aspect-là qui est très intéressant. Donc pour continuer, j'ai passé cette fois au prochain projet directement, c'est-à-dire Artificial Super Intelligence Alliance, c'est-à-dire l'ASI, donc anciennement faite Océane et Agix. Donc aujourd'hui, vous voyez que là, une nouvelle quand même assez intéressante, c'est que SingularityNet, c'est-à-dire une des trois anciennes entreprises, entre guillemets, qui était indépendante, qui désormais fait partie de ASI, eh bien, a désormais injecté directement 53 millions de dollars pour construire le AGI qu'il projette hein, de construire sous ces trois entités qui ont fusionné en une seule entité. Bon. Et donc l'objectif, je vous rappelle, de cette super intelligence alliance au niveau de l'intelligence artificielle, c'est de décentraliser justement l'intelligence artificielle à un niveau jamais vu. Donc au niveau des infrastructures. Donc on voit qu'ils arrivent fort dans la danse, là par exemple SingularityNet, en injectant 53 millions de dollars directement pour construire leur bébé. Ensuite, au niveau de la fusion, vous savez, des trois anciens jetons, c'est-à-dire donc le Océane, Agix et FET, et donc la fusion en ASI, eh bien, c'est toujours en cours. Donc ça prend du temps. Il faut savoir que là, officiellement, la phase 1 a été complétée, c'est-à-dire que vous avez 50% de la circulation au niveau du volume total des jetons qui ont déjà été migrés en ASI. Et donc, il reste encore 50% à transformer en ASI. Et donc, là, la dernière ligne droite, en fait, hein, là, c'est la phase 2. Et cette phase 2, la finalité, ce sera en fait de convertir directement même le ticker, ce qu'ils appellent ça ticker, c'est écrit ici, donc de fait en ASI.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on voit encore toujours, même sur les CoinMarketCap ou quoi, on voit toujours quand même FET qui est noté en dessous du logo de ASI, en fait. Voilà. Donc c'est en cours. Ils n'ont pas donné de deadline, de date très précise pour la fin de la phase 2. Mais la fin de la phase 2, vous l'avez compris, ce sera officiellement, hein, ça y est, la migration totale et définitive des 3 anciens jetons en un seul et même jeton, c'est-à-dire le ASI. Bon, donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est quand même en bonne voie, même si ça a pris du retard, il faut l'avouer, là-dessus. Mais au moins, c'est en train de se dérouler quand même comme il faut. Allez, je continue. Donc cette fois, je vais passer directement au XRP, donc à Ripple. Donc là, j'ai un article de The Crypto Basic. Ripple donc indique que la plateforme de paiement monitorée par le XRP s'est désormais étendue à plus de 80 pays. Et en fait, il se base sur cet article-là directement de l'entreprise Ripple, puisque cet article a été publié le 23 juillet 2024 par l'équipe de Ripple. Et effectivement, cet article est indiqué que plus de 80 pays utilisent désormais les infrastructures entre guillemets du XRP, la plateforme de paiement du XRP, pour tout ce qui est les paiements transfrontaliers. Donc on voit vraiment qu'il y a une adoption de masse qui est en cours, mais surtout au niveau institutionnel, voire même au niveau gouvernemental, au niveau des banques centrales, pour tout ce qui est justement la préparation en fait de CBDC. Et c'est vrai que notamment Ripple travaille également avec les gouvernements, les banques centrales pour la construction de CBDC. Donc. Mais là, on parle vraiment de l'aspect système de la plateforme de paiement de XRP, donc ça va bien plus loin, c'est-à-dire que c'est vraiment le XRP qui est au cœur du sujet, et pourquoi pas même au niveau des BRICS, parce que je rappelle qu'il y a l'Occident, mais également donc les États-Unis, enfin j'en parle même pas, parce que les États-Unis sont en guerre actuellement contre Ripple et le XRP, c'est comme ça, c'est fou quand même quand on y pense. C'est que la SEC, le gendarme boursier américain, est toujours en procès, donc je n'ai pas de nouvelles d'ailleurs sur ce cadre-là. On verra la rentrée quand les juges seront rentrés de vacances. Un peu même outre-Atlantique, ils ont des vacances en été. Mais bon, grosso modo, voilà, on aura des nouvelles d'ici la fin de l'année. Mais en tout cas, pour cet aspect-là d'adoption de masse, c'est très intéressant parce qu'on voit que le XRP vraiment prend du poids et de l'ampleur à l'échelle de la planète. Bon, allez, je continue avec le prochain projet, c'est-à-dire VV Digital Collectibles. Donc là, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé là aussi. Donc très intéressant. Là, je suis sur une plateforme, sur un site qui vend, vous voyez directement, des produits en hommage à Stan Lee. Donc, comme vous pouvez voir ici sur les photos, hein. Et donc le principe, c'est que les personnes qui achètent des produits physiques, donc comme un blouson notamment avec l'image de Stan Lee derrière, eh bien reçoivent également un poster sous format de NFT sur l'application VV Digital Collectible. Donc ça, c'est dans le cadre de la Comic Con qui a lieu à San Diego actuellement. Et donc, vous voyez qu'on a de plus en plus un aspect de digital hein, avec l'application VV Digital Collectibles. Donc ça, c'est vraiment intéressant, un peu sur l'aspect collection également. Donc là, c'est effectivement l'article officiel qui est paru sur VV pour expliquer justement ce lien digital entre les objets physiques et les NFT de VV sous forme de poster. Et derrière, autre nouvelle très intéressante, c'est pour ça que là je mets un petit peu l'accent sur VV aujourd'hui, un article de Medium, c'est que Stacker, le marketplace, a désormais officialisé une collaboration avec VV Digital Collectible et désormais les utilisateurs de VV vont pouvoir acheter et vendre leurs collectibles avec les jetons OMI, c'est-à-dire la crypto-monnaie OMI. Donc enfin, ça y est, on dirait qu'ils ont écouté la colère des investisseurs, c'est qu'ils ont mis, ça y est, au fond, au cœur des choses, ils ont remis le jeton OMI. Là, c'est une très bonne chose, hein, parce que je rappelle que comme le OMI va être utilisé pour acheter et vendre des NFT sur la plateforme, eh bien, il y aura un pourcentage qui sera brûlé de OMI à chaque fois. Donc, on va avoir un système qui va accélérer le processus de burn et de mise en hors circulation des jetons OMI. Voilà. Donc, au moins, on voit que la dynamique, on espère que ça va relancer un peu la dynamique autour du projet, parce qu'il faut avouer que là, la dynamique s'est totalement essoufflée hein, sur ce projet. On voit qu'il y a eu des ventes de NFT qui sont en chute libre sur la plateforme, et ça, c'est pas bon du tout, parce qu'une entreprise qui stagne, au mieux, c'est une entreprise qui est destinée à l'échec. Voilà, donc là, il était temps qu'ils annoncent des choses qui se reprennent,
Et espérons que ça suffise pour faire en sorte que ça relance la dynamique et même au niveau interne pour eux, au niveau des projets. On leur souhaite en tout cas. Bon, donc ce sera tout pour les projets aujourd'hui. Je vois, j'ai fait le tour, hein. Alors, des petites informations quand même, mais pas des moindres, hein, on le voit. Et je vais passer cette fois aux actualités crypto plus générales, avec notamment directement un article, hop, de cryptost.fr où HSBC bloquera désormais les paiements de ses clients vers les exchanges crypto en Australie. Donc on croit rêver parce que pour expliquer donc cette mesure, eh bien HSBC explique que c'est pour dans sa volonté de protéger les clients contre les escroqueries liées à l'investissement. Donc on croit rêver, dans ce cas-là, je pense que où est la liberté? Déjà, premièrement, le choix qui est laissé en fait, dans les mains des utilisateurs. Donc là, ils prennent vraiment leurs clients pour des gamins, hein, clairement. Et dans ce cas-là, pourquoi ne bloquent-ils pas tous les comptes ou tous les paiements liés au casino, hein, tant qu'à faire, vu que c'est lié à l'escroquerie ou à l'investissement ou au gambling, puisque j'ai l'impression que c'est un peu de ça qui ils mélangent escroquerie et ils associent le Bitcoin avec. Donc ça veut dire qu'ils mélangent tout, parce que s'ils parlent de crypto-monnaie au sens large, c'est qu'ils incluent également Bitcoin et les principales crypto-monnaies, et donc ils insultent directement des entreprises entières comme Ripple, notamment derrière, en traitant Ripple quelque part d'escroquerie. Donc, on voit que là, c'est vraiment l'idéologie que l'on retrouve chez HSBC qui date du Moyen Âge, c'est-à-dire d'il y a quelques années. Et donc, je rappelle quand même, en quelques années, là, on a fait une évolution. On a BlackRock, le PDG de BlackRock lui-même, qui avoue que le Bitcoin, c'est pas une escroquerie, et même au contraire, c'est l'or digital. Donc, on voit que là, HSBC, je pense, reste bloqué sur justement, hein, ils veulent bloquer parce qu'eux-mêmes sont bloqués sur une idéologie qui est bloquée. Ah. Donc tout est bloqué chez HSBC, malheureusement, en tout cas au niveau de la direction, pour prendre des mesures qui sont contradictoires et qui surtout se tiennent une balle dans le pied parce qu'au moment où tout le monde est en train de comprendre que la blockchain c'est l'avenir, que les crypto-monnaies c'est l'avenir, eh bien eux ils font rétropédalage, ils font l'effet inverse. Donc ils vont, je pense, mon avis, après je peux me tromper, se mordre les doigts quand même très rapidement là-dessus. Et surtout qu'on rigole encore plus quand on voit le mouvement, justement, quand je vous dis que tout le monde a compris, est en train de comprendre que les crypto-monnaies c'est quand même l'avenir ou c'est intéressant, au minimum. Là, j'ai un article de Cointelegraph France. Ferrari lance les paiements en crypto-monnaie en Europe après le succès rencontré aux États-Unis. Bon, donc les Ferrari, visiblement, ont l'air plus ouverts et plus modernes. Et surtout, ils ont compris, parce qu'aux États-Unis ça marche, donc ils ont compris qu'en Europe ça marcherait également. Voilà. Bon, donc en tout cas, ils prévoient aussi peut-être un effondrement des monnaies fiat et qu'il restera peut-être plus que le Bitcoin et les crypto-monnaies pour pouvoir en fait assurer des transactions numériques. Bon. Ensuite, je continue donc, avec un autre article. Hop, là toujours dans la même phase hein, au niveau du contraste entre HSBC qui bloque les paiements en crypto-monnaie pour ses clients et de l'autre côté, là un article de Coin Academy qui indique que Singapour rapporte que la finance traditionnelle reste favorite devant la crypto pour les terroristes. Ah, bah mince alors. Donc, du coup, les cryptos, tout l'adage, les cryptos c'est pour les criminels, c'est pour les bandits et tout, bah ça fonctionne plus vraiment, hein, parce que même Singapour, en fait, admet que finalement, les terroristes préfèrent largement et de loin le cash ou même le système bancaire traditionnel, la finance traditionnelle, pour financer leurs activités, plutôt que par la blockchain et la crypto-monnaie. C'est vrai que c'est dommage, mais quand on y pense, hein, logiquement, bien, la blockchain, c'est justement ce qui permet de tracer par excellence toutes les transactions. Donc, je l'ai déjà expliqué, hein, c'est-à-dire qu'il y a des criminels qui se sont fait arrêter il y a 10 ans pour des transactions frauduleuses qu'ils avaient commises il y a 10 ans, justement parce qu'ils avaient, malheureusement pour eux et bien heureusement pour nous, utilisé la blockchain. Voilà, s'ils avaient utilisé la finance traditionnelle, c'est le comble de l'ironie, ce ne serait pas fait rattraper peut-être. Donc, on croit rêver quand on entend quand même les discours à droite à gauche. Donc là aussi, on voit que la blockchain, c'est vraiment quelque chose avec le narratif RWA qui est totalement indéboulonnable, c'est inarrêtable ce courant et c'est un nouveau paradigme social, économique
qui va bouleverser absolument tous les pans en fait de notre société, puisque c'est une révolution tout simplement, qui est pour moi équivalente à la révolution de l'ère Internet en fait. Voilà, sur un pan bien sûr différent, mais parce que là en plus, on va pouvoir l'appliquer là aussi à des process industriels. Tout comme Internet, hein, quand on a appliqué Internet au processus industriel, on a vu une explosion des rendements derrière, etc. Et bien là, on va avoir exactement la même chose avec le RWA qui sera couplé en plus à l'intelligence artificielle. Là, c'est combo, bien évidemment. Bon, allez, je continue. Cette fois, je passe aux actualités économiques plus générales. Donc là aussi, accrochez-vous, il y a des choses à dire. Donc, un article de Les Échos, déficit public excessif, l'Union européenne, mais la France à l'index. Donc, le Conseil de l'Union européenne a validé la proposition de la Commission d'engager une procédure pour déficit excessif à l'encontre de la France et de 6 autres pays. Donc, ça veut dire qu'officiellement, ça y est, l'Union européenne considère que nous, la France, nous faisons partie désormais du Club Med. Du moins, qu'est-ce que c'est le Club Med? C'est un club de 6 pays que l'on considère au sein de l'Union européenne comme les plus défaillants au niveau économique. Donc, nous, la France, qui étions considérés comme une puissance économique quand même majeure, si je ne me trompe pas quand même, depuis des dizaines d'années, que l'on soit considéré désormais faisant partie d'un pays Club Med aux côtés de la Grèce et de l'Italie, c'est vraiment la honte, quoi. Donc c'est vraiment qu'en quelques années, on s'est fait descendre en flèche et qu'on a fait n'importe quoi au niveau du déficit public, tout simplement. Donc on peut remercier nos responsables politiques, notamment notre ancien ministre de l'économie et nos responsables politiques actuels pour avoir vraiment explosé notre pays, clairement. Croire que c'est pas... c'est presque volontaire quand on voit... Enfin, il voudrait le faire exprès qu'il ne ferait pas autrement, en fait. Bon. Quand on voit les résultats des autres pays, même l'Allemagne, enfin, on voit que avec la même situation géopolitique, ils ne sont pas fait autant exploser que nous. Donc, ce qu'il y a vraiment quelque chose en France de très particulier au niveau de la gestion des dépenses publiques, tout simplement. Bon, donc tout cela, effectivement, va avec cette autre nouvelle. Donc là, j'ai un article de Le Parisien, dette, l'agence de notation Moody's émet en garde contre une abrogation de la réforme des retraites. Parce que là, actuellement, c'est une première dans l'histoire, on a l'extrême droite et l'extrême gauche qui sont mis d'accord pour abroger la réforme des retraites. Et donc ça, visiblement, ça ne plaît pas du tout aux agences de notation Moody's parce qu'ils considèrent que ce ne sera pas une bonne chose pour l'économie française, qui est actuellement, ça c'est à juste titre, hein, vraiment pas en bonne position, quoi. C'est sûr. Et donc, dans ce cadre-là, ils menacent, hein, c'est même pas une mise en garde, c'est une menace, clairement, parce que si cette réforme des retraites passe, mais ça va, je pense, passer, puisque là, on a largement la majorité pour mettre en place cette réforme des retraites, enfin, une abrogation, hein, cette réforme des retraites, puisque l'extrême gauche et droite sont d'accord. Donc, il suffit d'avoir la majorité. Donc, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu tout ce que est système de notation. Donc, je vais me baser sur un autre article, hop, toujours de Les Échos. Donc, dégradation par le S&P, c'est-à-dire Standard Poor's, c'est une autre agence de notation qui fait partie également des très grosses agences de notation aux côtés de Moody's and Fitch. Et donc là, c'est quel impact pour la France en 6 questions. C'est très intéressant cet article, donc je vais vous expliquer. Il date un peu, il date d'il y a un mois ou deux, hein. Voilà, mais il était vraiment intéressant dans le sens où il explique effectivement qu'il y a les différents grades, hein, pour ces agences de notation pour noter une dette, quel que soit le pays. Donc je rappelle que la note maximale, c'est le triple A. Ensuite, vous avez donc le AA+, AA-, enfin, du moins quelque chose dans cet ordre-là. Et après, vous avez BBB, BB, etc. Et ça descend. Plus vous descendez dans le grade, et plus votre situation économique au niveau de la dette est inquiétante. Et ça va jusqu'à C et D, où là, c'est carrément le défaut de paiement pour le pays. Bon, là, c'est carrément une catastrophe, hein, je ne vous le cache pas. Donc, nous, la France, il y a quelques années, nous étions en triple A, c'est-à-dire aux côtés de l'Allemagne, qui elle est toujours en triple A, c'est-à-dire que sa dette est excellente, et donc il n'y aura aucun problème pour rembourser sa dette. L'année dernière, nous avons déjà été dégradés, c'est-à-dire que nous étions passés de AA à AA-, il me semble. Alors, je dis peut-être des bêtises, hein, je n'ai pas tous les chiffres en tête, enfin, les lettres en tête, mais dans cet ordre-là. Et aujourd'hui, nous sommes à AA-. Donc, si on dégrade encore la dette de la France, eh bien, nous allons passer encore sur une catégorie inférieure et donc
plus vous dégradez la note de la dette d'un pays, et plus sa dette est chère, puisque les investisseurs parient en fait à la hausse sur une possible faillite, un possible déficit de ce pays-là. Forcément, si vous avez un triple A, eh bien, c'est bien plus sûr que d'avoir un triple B. Je rappelle que l'Italie a un triple B. Donc c'est pour ça que l'Italie fait partie du club Med, hein, par exemple. Que eux, ils ont vraiment une dette qui est considérée comme dangereuse presque, de plus en plus dangereuse, hein, de la part des investisseurs. Nous, on est encore au niveau AA. Donc ça va, mais on voit que plus le temps passe, et plus on se fait dégrader, en fait, au niveau de la note. Donc si ça continue comme ça, il y a un moment, on va rejoindre l'Italie au niveau du niveau B. Et puis après le B, ben, il y a le C. Et je rappelle que C et D, c'est défaut de paiement. Donc là, ça veut dire que si on est dégradé dans les temps qui viennent au niveau des agences de notation, ça veut dire qu'on va avoir des taux d'obligataires au niveau de nos dettes qui vont exploser. Et donc ça veut dire que notre dette va nous coûter de plus en plus cher au fur et à mesure du temps. Et après, c'est un peu la boule de neige, parce que plus nos intérêts sont chers, plus on a du mal à financer notre budget, plus on fait n'importe quoi, hein, parce qu'il faut dire qu'on n'est pas aidé par nos politiques, et plus c'est compliqué à gérer, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que de triple A, on s'est retrouvé directement en quelques années à frôler le niveau B, quoi. Bon. Donc, assez inquiétant quand même ce qui se passe, faut le dire, hein. Et donc, c'est pour ça que je refais un petit tour, hein, comme d'habitude, vous voyez, d'un peu ce qui se passe au niveau géopolitique sur, par exemple, les cours, notamment du pétrole. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les cours du pétrole, vous voyez, alors là, on voit, ça s'affiche pas, voilà, on voit, ça commence ça baisse un peu, donc par rapport au pic qu'on a eu, notamment en avril 2022, donc directement après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Eh bien, voilà, là, on voit qu'on s'est stabilisé autour des 80 dollars le baril. Mais il y a beaucoup d'analystes qui prédisent quand même un retour à la hausse des prix du baril de pétrole à cause du contexte géopolitique, notamment les tensions internationales qui se précipitent. Ensuite, ça c'est pour les cours du baril de pétrole. Au niveau de l'or, vous voyez, ça se stabilise. Alors là, on voit que l'or est toujours quand même très haut, hein. On a atteint un record historique, donc il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, hein, même la semaine dernière. Et là, on est retombé, il y a eu une petite correction autour des 70 000 euros le kilogramme 24 carats. Bon. Donc on voit que là, la défiance du système traditionnel est toujours aussi haut de la part des investisseurs, des banques centrales qui se jettent quand même en masse sur l'or, hein, quand on voit le cours de l'or à un niveau aussi historique. Ensuite, je me suis intéressé donc, du coup au cours de l'euro, parce que quand on voit l'or qui monte comme ça, je me dit mais qu'est-ce qui se passe alors au niveau de l'euro? Que plus l'or monte, plus ça veut dire que les monnaies fiat perdent en fait en valeur. Et effectivement, vous voyez donc l'euro lui stagne. Donc là, je suis sur une courbe sur 10 ans, je suis sur boursorama.com. Donc là, je fais le comparatif de l'euro par rapport au dollar. Sur 10 ans, et regardez, c'est vrai que sur 10 ans, ça fait quand même peur, nous sommes à moins 19,20%. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur un mois, on a quand même repris 1,45%. Donc ça, c'est toujours ça de prix. Mais on voit quand même que sur le long terme, on n'est pas quand même sorti de l'auberge, il faut vraiment l'avouer, quand on voit cette courbe. Surtout que là, on voit que la courbe est plutôt dans une phase descendante, que ce soit au niveau long terme, mais même court terme. Parce que je vois par rapport notamment même au 6 février 2023, comme on peut le voir ici, en fait, on est sur des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Et voilà, enfin, on le voit. Donc c'est vraiment une phase descendante sur tous les niveaux. Et ça va continuer malheureusement. Ça, je vous cache pas que pour moi, mon pronostic, c'est chute continuelle de l'euro, que ce soit rapidement ou lentement, peu importe. Chute de l'euro, explosion de l'or. Et le Bitcoin, vous connaissez aussi la chanson, je vous ai déjà expliqué ce que je pensais du Bitcoin. Au niveau de l'immobilier, j'ai refait un tour. Et là, je suis, vous voyez, sur un article donc, de Le Figaro. Donc, immobilier, les chutes de prix de chaque arrondissement de Paris. Et ça, c'était au 25 juillet 2024. Extrêmement récent. Vous voyez le massacre. Donc là, c'est les arrondissements de Paris. Je trouve ça très intéressant de la part de cet article. Et très révélateur, hein, c'est qu'on est sur certains arrondissements à moins de 10%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même sur les prix de l'immobilier, quoi. Sur un an, hein, entre le premier trimestre 2024 et le premier trimestre 2023, en sachant que
depuis 2021, voire même 2020, les prix de l'immobilier à Paris ne cessent de chuter. En tout cas, depuis 2022, depuis la hausse des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Donc là, c'est vraiment un massacre, hein, pour le dire, qui se déroule à l'échelle nationale, parce qu'il n'y a pas que Paris qui est concerné, il y a d'autres régions, sur le plan de l'immobilier. Donc l'immobilier, attention, si vous souhaitez acheter de l'immobilier, peut-être que... Alors c'est bien, hein, là, si vous achetez maintenant, déjà vous faites une affaire. Clairement, si vous avez du cash, parce que si c'est à crédit, bah, malheureusement, vous serez obligé de prendre des crédits quand même très hauts, puisqu'ils sont encore très hauts. Enfin, les crédits fixés par la Banque Centrale Européenne restent quand même très élevés. Donc voilà, les amis, pour cette actualité crypto numéro 84. J'ai pas parlé de géopolitique, puisque, bon, la vidéo est longue quand même, je pense. Pas fait le compteur, mais elle va être longue. Il y a beaucoup de choses à dire. Et surtout, alors je n'ai pas parlé des Jeux Olympiques. Je vous fais mon petit aparté là. Moi, je trouve que c'est une catastrophe. Personnellement, c'est vraiment le symbole de la dégénérescence de l'Occident. Et pour moi, ça me rappelle en fait énormément la fin de l'Empire romain. C'est-à-dire que là, on retrouve tous les signaux à notre ère moderne qu'ont connu finalement, quand on regarde l'histoire, l'Empire romain, les Romains à l'époque, il y a 2000 ans. C'est-à-dire corruption, hyperinflation, enfin inflation qui d'ailleurs a progressivement mené à l'hyperinflation, division maximale interne au niveau de la politique, voilà, c'est ce qu'on connaît, hein, ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, Complot peut-être pas à l'époque, mais en tout cas nous, pourquoi pas. Et surtout décadence absolue quand on voit notamment même les Jeux Olympiques là, ce que c'est devenu enfin, n'importe quoi. Il y a 10 ans, jamais de la vie, on aurait pu voir des choses pareilles à l'écran, quoi. Bon, donc après, chacun son opinion, hein. Moi, personnellement, ça me rappelle quand même vraiment... Enfin, je ne peux pas pu m'empêcher de faire le lien avec l'Empire romain, et on sait très bien comment ça s'est fini. Donc, on commence à sentir quand même les choses arriver. Le mur se rapproche, donc on commence à voir le mur. On ne le voyait pas encore, il est à l'horizon. Là, je pense qu'on commence vraiment à le voir, à le sentir. Donc, les solutions, bah, écoutez, toujours pareil, hein. Moi, je vous rappelle, je suis pas un conseiller financier, ni en investissement. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à travers les faits, on voit que ce qui résiste en termes d'actifs, c'est l'or, l'argent. Le Bitcoin, bah, il est toujours à 60 000 dollars. C'est plus risqué, mais ça dépend de votre stratégie. Donc, pourquoi pas le Bitcoin. Les actions boursières, attention, parce que là, on est quand même un petit moment qu'on fait que monter à la hausse sur les prix des actions boursières. Donc, faites gaffe quand même au marché boursier. Moi, je sens un retournement de situation quand même qui va arriver. Donc, faites gaffe. Le marché immobilier, ben, il est en chute libre. Donc, après, si vous avez du cash, peut-être que c'est le bon moment. Parce que ça va continuer à descendre, ça, personne ne sait. Mais en tout cas, tant que les taux directeurs sont hauts, ben, les prix, forcément, hein, de l'immobilier continueront de baisser. Donc, peut-être que toujours le cas, toujours valable, d'attendre que les taux directeurs redescendent autour au moins des 2% pour commencer à s'intéresser vraiment à l'immobilier à ce niveau-là. Bon. Voilà, donc sur ce, bah, écoutez, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, à mettre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, pas à me donner des conseils même, hein, si vous voulez, n'hésitez pas. Et puis à vous abonner également, parce que je vois, on a quasiment atteint les 700 abonnés. Franchement, je vous remercie. Là, ça commence à vraiment être du lourd, hein, du sérieux. Donc, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Et puis, sinon, bah, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Passez de bonnes vacances. J'espère que si vous êtes en vacances, une bonne semaine dans tous les cas. Et puis, à bientôt. La bise, ciao.